Et donc, pensée outside the box, pensée latérale. Alors là, vous me voyez sur le vélo, assis sur la selle. Je sais pas si ça a l'air confortable. Ça a l'air confortable ou pas? Non, pas trop. Ok. Moi, ça va. C'est drôle parce que je dois vous avouer que j'ai une tendresse toute particulière pour la place de la République, puisque le 19 mai 2017, pour la journée mondiale des Mickey, les maladies intestinales chroniques de l'intestin, eh bien, j'ai tenté de battre le record du monde d'endurance en équilibre statique, et j'ai tenu pendant 15h27 à 200 mètres d'ici, en équilibre sur mon vélo dans cette position. Et alors, le monde d'hier, je pense qu'il fonctionnait comme ça, où on était assis sur la selle, on avait l'impression que ça pouvait être pérenne, mais il y avait un truc qui clochait, hein. Vous me dites que là, j'ai pas l'air très à l'aise. Et si je vous disais qu'il était possible de tenir en équilibre autrement, plus facilement, est-ce que vous me croiriez? Peut-être que certains connaissent la réponse. J'ai une petite idée. Effectivement, eh bien, je pense que c'est ça qu'on est en train de traverser aujourd'hui. On est en train de se rendre compte que notre monde d'hier était bien, mais qu'on est capable de faire beaucoup mieux. Et justement, c'est pour ça qu'en ce moment, on est un peu chahuté, c'est qu'on est en train de chercher le nouvel équilibre. Alors parfois, eh bien, on va tester de nouvelles choses. Parfois, on va poser pied à terre. Souvent, c'est pas prévu. Mais après les difficultés, eh bien, on finit toujours par voir le bout du tunnel. Et c'est ça que je retiens de ces années d'entraînement en équilibre sur mon vélo, c'est que je n'ai pas su pendant des années voir l'évident. En fait, j'ai toujours fait de l'équilibre statique sur mon vélo, assis sur la selle, et il m'a fallu des années de pratique, des années de mise en perspective pour penser outside the box, pour justement me rendre compte qu'il était possible de faire autrement, trouver un équilibre plus stable, plus solide. Donc ça montre à quel point on a besoin au quotidien de se décentrer, de voir les choses autrement, pour justement réussir à trouver de nouveaux équilibres, pour aller plus loin, plus vite. Et pour continuer dans cette direction, et pour vous faire réfléchir sur l'importance de notre créativité et un nouveau moyen de trouver de la créativité dans votre quotidien, je sais pas si vous savez, mais l'industrie du chewing-gum est en crise. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors, réfléchissez. Pourquoi l'industrie du chewing-gum peut être en crise en 2021? Elle aurait pu l'être en 2019, petit indice. Le masque, justement, je répète, elle aurait pu l'être en 2019. Pour les mêmes raisons. Pas d'idée. Ah, je suis sûr qu'il y en a un qui l'a. Alors, à quel moment est-ce qu'on achète les chewing-gums? En caisse. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qu'on ne faisait pas il y a 20 ans? C'est pas exactement ce que j'attends, mais il y a un lien. Les caisses au supermarché. Alors justement, ce ne sont pas les caisses automatiques. Qu'est-ce qu'on fait avant de sortir la carte bleue? Quand on attend, on fait la queue. Merci David, exactement. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer en faisant la queue? Vous avez vu? Il y a 20 ans, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, on avait les enfants, on était libre, on regardait le voisin, on regardait la voisine, on regardait les présentoirs. Et en fait, il y a eu cette invention il y a 15 ans qui est venue métamorphoser notre quotidien. Et du coup, eh bien, on va aller sur Facebook, on va aller sur TikTok, on va aller sur Netflix ou YouTube. Et en fait, l'industrie du chewing-gum est en crise. C'est Gérald Bronner qui le souligne dans son livre Apocalypse cognitive qui vient de paraître là en début d'année et qui est hyper intéressant. Et en fait, Apocalypse cognitive, ce qui peut paraître assez terrible comme titre, il veut juste nous montrer eh bien qu'il y a un dévoilement
de nos cognitions, dont il faut avoir conscience. Et là où je veux en venir, c'est l'importance de l'ennui dans notre quotidien. L'ennui et du coup le lien avec la créativité, pour revenir à ce que je vous présentais juste avant. Parce qu'en fait, on est dans une société où on s'ennuie de moins en moins. On a toujours quelque chose pour venir combler justement ces 5 minutes d'attente, ce quart d'heure, etc. Or, il y a plein de chercheurs qui insistent sur ce point. Mais en fait, si lorsque l'on s'ennuie, on a notre esprit qui divague, eh bien en fait, c'est certainement parce que ça a une forte valeur au niveau de l'évolution. Et donc ces chercheurs nous disent attention, si tous les moments où on s'ennuie et donc notre esprit pourrait divaguer, eh bien si on les utilise, si on fait diversion pour le dépenser sur notre téléphone, eh bien peut-être qu'on va perdre quelque chose d'inestimable. Et le Gérald Bronner nous parle alors de sucrerie mentale, il nous dit attention, comment est-ce que vous dépensez votre temps disponible? Et il souligne qu'entre 1800 et 2021, en 221 ans, notre temps de vie disponible est passé de 11% à 48%. C'est extraordinaire comment les inventions, les nouvelles technologies, grâce à l'invention du lave-vaisselle qui nous permet de gagner le temps où on lavait la vaisselle hier, le lave-linge de la même façon, les lois autour du travail, avec la réduction du temps de travail, le départ à la retraite anticipé, etc. Eh bien, on a un temps de vie disponible pour nos loisirs qui est extraordinaire, qui a été multiplié par plus de 4 en 2 siècles. Mais alors, qu'est-ce qu'on en fait? Et je rajoute, sur la place de l'ennui, eh bien, à quel moment est-ce qu'on se laisse nous ennuyer? Souvenez-vous d'Archimède. Archimède, il a le roi qui vient le voir et qui lui dit Archimède, j'ai l'impression de m'être fait flouer, j'ai donné un volume d'or à mon orfèvre, il m'a donné une bague, mais je crois qu'il n'a pas utilisé tout l'or que je lui ai donné pour ma bague. Est-ce que vous pourriez résoudre mon problème? Archimède se tourne le problème dans tous les sens, il ne trouve pas la solution, il passe à autre chose, et à un moment, il rentre dans son bain, Eureka! Il se dit, ça y est, je sais ce que je vais faire, je vais plonger le volume d'or donné pour la bague avec la bague dans 2 récipients d'eau, et si les deux font le même volume, vu que l'or a une masse volumique spécifique, eh bien, il pourra se rendre compte que le roi a été floué ou non. Et en fait, il va trouver la solution. Le roi s'est effectivement fait flouer par son orfèvre. Et donc, on voit l'importance de l'incubation, l'importance de se plonger dans nos problématiques du quotidien. Et après, si on est dans une impasse, si on peine, eh bien, se laisser s'ennuyer, se laisser divaguer, penser à autre chose, se relaxer pour justement peut-être trouver une solution. Vraiment, on a besoin au quotidien d'avoir ces temps d'arrêt, ces temps d'ennui pour aller de l'avant et réussir davantage. Et alors, j'ai envie de me détendre les jambes. Je vais essayer de tendre les genoux. Pardon? Ah ouais, là je m'ennuie, ouais. Il faut que je laisse mes jambes se tendre. Et donc en sortant de votre zone de confort, eh bien justement, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses, de nouveaux pans dans votre vie. Et je peux même essayer de lâcher les 2 mains. Impeccable! Faudrait pas me déconcentrer là! Allez, on va essayer de poser une pédale par terre. Par terre, façon de parler, hein. Yeah! Donc, je vais essayer de revenir dans ma position initiale. Je vais repasser par là. Impeccable. Tout tourne toujours à mon avantage. Tout tourne toujours à mon avantage, exactement. Yeah. Bravo. Alors il y a un point sur lequel je me suis pas arrêté et qui est absolument fondamental pour réussir de très grandes choses dans sa vie. C'est l'importance de rêver grand, l'importance d'avoir des objectifs
très très ambitieux. Et alors ce que je vous ai pas raconté tout à l'heure dans ma démarche d'aller chercher des sponsors, c'est qu'en fait mon premier projet, l'idée simplement d'aller voyager jusqu'au Cap Nord, elle est née de Matt Harding. En fait, je suivais les vidéos de Matt Harding sur YouTube. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu ce mec danser n'importe comment aux quatre coins de la planète? Il a fait des centaines de millions de vues. Non, si. Ouais. Eh bien, en fait, Matt Harding, c'est un Américain. Il a commencé à voyager parce qu'il était informaticien. Il avait un petit peu d'argent. Et un jour, il arrive en Inde. Il donne sa caméra à quelqu'un au bord de la route. Il lui dit, est-ce que vous pourriez me filmer pendant 1 minute? Il danse n'importe comment. Il trouve ça drôle. Et du coup, dans tous les pays où il va passer, eh bien, il va faire une petite danse comme ça. Et en fait, quand il va rentrer aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer? Il va la mettre en ligne sur un site qui était là avant YouTube. Là, on est il y a une quinzaine d'années. Et il y a un petit jeune de 14 ans qui va prendre la vidéo, qui va la publier sur YouTube et qui va dire, chers amis, si vous voulez m'aider à continuer à voyager, eh bien, je lance une cagnotte. Et du coup, grâce aux fonds que je récolterai, eh bien, je continuerai à voyager autour du monde. Matt Harding reçoit la vidéo d'un de ses amis qui lui dit, oh Matt, il y a quelqu'un qui a volé ta vidéo, il faut absolument que tu lui dises de la retirer. Donc Matt gentiment envoie un email à l'adolescent, sans savoir que c'était un adolescent, et il dit, bonjour monsieur, j'aimerais que vous retiriez la vidéo parce que c'est moi qui ai voyagé, donc il y a usurpation d'identité. Et là, que va dire le jeune? Il va lui dire, hors de question, en revanche, je veux bien qu'on partage en deux les sous de la cagnotte. Et là, Matt Harding hallucine complètement et aujourd'hui, il le remercie. Et il se dit, waouh, ce jeune, en fait, m'a fait prendre conscience que je pouvais gagner de l'argent grâce à mes vidéos, grâce à mes voyages. Et ça, c'est bien la preuve, je pense, qu'aujourd'hui, on peut vivre de n'importe quoi. Et justement, c'est à nous d'orchestrer le marketing. Je suis quand même le seul au monde à vivre de l'équilibre statique à vélo. Non mais je dois dire tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, bon Clément, je sais que t'as fait des performances à vélo, etc. C'est beau là, on équilibre ce que tu fais, mais c'est quoi ta vraie discipline? Eh oui, on me la fait rarement celle-là quand même. Et donc Matt Harding va prendre conscience de cela, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un sponsor, et en fait il y a une marque de chewing-gum, pour faire le lien, il y a une marque de chewing-gum qui va le sponsoriser pour faire un nouveau tour du monde, et il a voyagé aujourd'hui dans plus de 180 pays grâce à sa danse sans sens. Donc vraiment, on peut faire de très grandes choses avec très peu de moyens à partir du moment où on a une bonne idée décalée. Et aujourd'hui, en fait, Matt Harding il surprend tellement par sa méthode de voyage qui n'a pas de sens que certains ont crié au vol en disant, bah non, forcément, c'est du photomontage, il a fait ça sur fond vert. Et en fait, certains y ont tellement cru qu'il a créé une conférence pour expliquer comment il a réalisé tout ça sur fond vert et quels moyens il a dû mettre en place. Et donc, quand il a fait un vol 0G, donc il était en vol gravitationnel, il volait littéralement parce il est allé dans les airs. Eh bien, il a dû expliquer qu'il s'était plongé dans une piscine avec des caméras allant sous l'eau, etc. pour reproduire les vols 0G, etc. Et donc, il est parti dans un délire extrêmement loin parce que justement, tellement son mode de vie paraît complètement dément. Et non, c'est absolument vrai. Il a réalisé tout ça grâce à sa folie. Et donc, on a besoin, je vous en parlais déjà dans le webinaire au mois de juin pour ceux qui étaient présents, eh bien, on a besoin d'exprimer notre singularité, d'exprimer notre folie pour justement arriver à se démarquer et à faire de très grandes choses. Donc vraiment, ayez confiance en vous, c'est un formidable moyen de vous dépasser et de réaliser de très grandes choses. Et je vous disais sur la confiance en vous tout à l'heure, l'importance d'avoir des personnes autour de vous qui ont confiance en vous. Une fois que ça c'est le cas, eh bien il y a un deuxième point essentiel sur la confiance en soi, c'est l'importance de l'action. Je vous l'ai dit, dès que j'ai ce voisin qui m'a dit, Clément, tout ce que tu entreprends réussit, tout de suite je me suis lancé, j'ai cherché des sponsors. 2 mois plus tard, j'étais dans ma voiture et je sonnais chez l'habitant. Eh bien vraiment, on a besoin de faire ce pas en avant pour arriver à nous transformer et à transformer notre vie. Et je discutais très récemment avec Navi Raju. Je sais pas si vous connaissez l'innovation Judad, l'esprit Judad, l'innovation frugale. Eh bien, Navi Raju, c'est l'un des plus grands monsieur de cette planète sur le sujet. Il est indien, il vit aujourd'hui à New York, il donne des conférences dans le monde entier sur ce qu'il appelle l'esprit MacGyver. Comment, avec le système D, on arrive à faire des innovations extraordinaires. Et il me disait, Clément, tu vois le clip de Michael Jackson, Billie Jean?
Eh bien, Michael Jackson, il met un pas en avant et la lumière s'allume sous ses pas. Eh bien, il m'a dit, Michael Jackson, il a compris ce que c'était la vie. Il faut faire un pas en avant d'abord et ensuite tu vois où la lumière s'allume. Si jamais la lumière est pas exactement sous ton bras, sous ton pied, eh bien, tu le décales et c'est comme ça qu'on avance. Eh bien, je trouve qu'il a super bien métaphorisé cette notion, effectivement, pour avancer. On a besoin d'agir, de faire des erreurs, de recadrer, de réviser les choses pour justement aller de l'avant et réussir davantage. Donc vraiment, l'importance du passage à l'action, à la fois pour prendre confiance en nous, mais également pour avancer, cheminer et réaliser de nouveaux possibles. Et tout à l'heure, je reviendrai sur cette notion. Et en fait, dans la vie, souvent, on a des plans, un business plan ou autre, et rien ne se passe comme prévu. Et bien justement, ce que l'on a besoin, c'est de se préparer à ces différents obstacles et à trouver des solutions en amont. Et d'ailleurs, Gabriele Oettingen, une grande chercheure sur la pensée positive, qui a écrit Rethinking Positive Thinking, repenser la pensée positive. Et elle dit, c'est très important de penser positif. En revanche, les différents obstacles qui vont nous empêcher potentiellement d'atteindre nos objectifs, eh bien, on a besoin en amont de se concentrer dessus, d'anticiper et potentiellement soit de les éviter, soit si on les rencontre, eh bien, tout de suite de savoir comment réagir pour réussir à les surmonter. Donc vraiment, l'anticipation est absolument essentielle dans notre quotidien. Et alors, je reprends sur cette notion d'accepter ce que l'on ne peut changer. Et bien en fait, juste avant les championnats du monde, qu'est-ce qui va se passer? Je fais un petit flashback. 3 mois avant les championnats du monde, en mai 2013, eh bien j'étais alors artiste de rue. Donc j'avais un monocycle de 2,40 m. Durant mes études de psycho, j'avais appris à faire du monocycle géant. Et à la suite de mes études, eh bien je ne trouvais pas de travail. J'envoyais plus de 42 CV et lettres de motivation sur mesure aux 4 coins de la France. Mes enseignants m'avaient dit « Clément, t'inquiète pas, tu vas pouvoir trouver du travail en claquant des doigts ». Je pensais juste avoir le choix entre les différentes entreprises qui allaient me répondre. Et là, je tombe de haut, je découvre que non. Personne ne recherche de profil comme le mien, ou du moins pas les entreprises vers lesquelles je me tournais. Et là, douche froide, je vais commencer à travailler en grande distribution, à la chaîne, etc., en mécanique générale. Et l'été suivant, je vais devenir artiste de rue. J'avais un ami qui m'avait formé, Jonathan. Je vais commencer à jongler à 3, 4, 5, 6 balles sur un monocycle de 2,40 m. Et puis, en fait, derrière, je pars en Australie pour jongler dans la rue là-bas. Pareil, ça va super bien marcher. Je reviens en France et là, mai 2013, je tombe sur la route, je me fais renverser et je vais avoir mon genou gauche immobilisé avec une attelle. Comme je suis passionné de vélo, je pouvais pas m'empêcher de faire du vélo, même avec une seule jambe. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au feu rouge, je vais continuer à faire de l'équilibre statique, sauf que j'ai une jambe tendue. Et en fait, c'est là que je vais apprendre à faire de l'équilibre sur un seul pied. Ça ne sert strictement à rien de savoir faire du vélo en équilibre sur un seul pied, sauf qu'au championnat du monde, c'est ça qui nous départage entre les meilleurs, et ben entre le premier et les autres. Et c'est grâce à cet accident, aujourd'hui, que je suis devenu champion du monde d'équilibre statique à vélo. Et donc, je reprends ce que disait tout à l'heure Sandrine en disant, grâce à mon handicap, en fait, j'ai une vie extraordinaire. Eh bien, je peux tenir exactement le même discours grâce à cet accident. Eh bien, cette personne au début qui m'a plombé ma vie, qui m'a vraiment, c'était très difficile à vivre. Eh bien, avec le recul, je me dis waouh, en fait, quelle chance extraordinaire. Donc là, on voit vraiment l'importance d'accepter ce qui ne peut être changé. On peut avoir des handicaps, on a des particularités dans notre vie, mais à partir du moment où on se dit bon, qu'est-ce qu'il me reste, qu'est-ce que je peux faire avec ce qu'il me reste, eh bien là, on va trouver la force en nous pour réaliser de très grandes choses. Et tout tourne toujours à notre avantage. Tout tourne toujours à notre avantage, exactement. Si on part de ce principe, quand on vit quelque chose de difficile, eh bien on regarde le verre à moitié plein, on regarde ce qu'il nous reste, et on peut faire de très grandes choses. Il y a une étude qui a été publiée en 2016, une étude scientifique sur des centenaires. Et les scientifiques ont voulu comprendre quelles étaient les clés qui leur permettaient d'avoir cette longévité extraordinaire. Et en fait, ils se sont rendus compte que ces centenaires avaient une capacité à gérer le stress, à gérer l'anxiété au quotidien très très grande. Ils avaient tendance à être très optimistes. Ils avaient une flexibilité face au changement très grande. Et surtout, ils avaient cette capacité à accepter ce qui ne pouvait être changé.
Et il y a Albert dans l'étude qui a 102 ans et qui dit, moi je dis toujours autour de moi, que s'il y a une chose sur laquelle tu ne peux pas agir, eh bien inutile de t'en inquiéter. Eh bien effectivement, je crois on peut s'en faire comme un mantra. On peut se dire que c'est inutile de s'inquiéter de choses sur lesquelles on peut pas agir. Penser out the box, c'est aussi savoir se dire où sont les choses sur lesquelles on ne peut pas agir, où sont nos conditionnements. Et justement, c'est sur nos conditionnements, sur nos représentations qu'on va pouvoir faire la différence. Et justement, voir là où tout le monde vous disait c'est impossible, eh bien aller de l'avant et justement transformer l'impossible en possible. Ce qui est fabuleux, c'est que Clément, maintenant, fait des conférences. Il a fait une centaine de conférences dans une centaine d'entreprises. Toutes les semaines, il fait des conférences. Il les fait sur son vélo. Et bien sûr, vous allez sur sa page LinkedIn, vous verrez les ateliers ou les conférences ou les journées qu'il fait sur son vélo pour motiver les cadres dirigeants. Donc, je suis un petit peu ton parcours sur toute la France. C'est impressionnant. C'est-à-dire que ce qui était au départ une passion, un défi, mais c'est devenu ta carte de visite. Exactement. Et on te recrute dans les sociétés pour justement montrer qu'il faut penser différemment. Think different. Merci Olivier, exactement. Aujourd'hui, j'ai été appelé par Ariane Group, Microsoft, la Société Générale, énormément de très grands groupes pour justement intervenir auprès de leurs équipes en équilibre sur le vélo parce que je montre qu'on peut faire autrement. Donc on est en plein dans le sujet out the box et ce que je montre notamment, c'est que l'équilibre est dynamique. Et on a cette représentation qu'un champion du monde d'équilibre, c'est quelqu'un qui trouve son point d'équilibre parfait et qui après n'en bouge plus. Eh bien, c'est tout le contraire. En fait, on a le point d'équilibre et on va sans cesse tourner autour. On va tourner autour. C'est bon? Ou c'est moi? On va tourner autour de ce point d'équilibre et c'est justement ce constant déséquilibre qui va nous permettre de rester en équilibre. C'est bon? C'est moi? Impeccable. Et donc, effectivement, vous devez le voir depuis tout à l'heure, eh bien, sans cesse, j'ai des micro-mouvements et c'est ça qui me permet de rester en équilibre. Si j'essaie d'arrêter de bouger, eh bien, je vais finir par tomber. Et j'en discutais en début d'année avec une journaliste qui me dit, mais c'est terrible, Clément, votre notion d'équilibre, parce que si tout fonctionne comme ça, c'est-à-dire que quand on atteint le bonheur, qu'on trouve l'équilibre dans le bonheur, eh bien, malheureusement, ça ne peut pas durer. Eh bien, je lui ai dit, c'est exactement ça. Effectivement. Eh oui. En fait, le bonheur est une quête perpétuelle. Et comme tout dans la vie, on a besoin de tout entretenir. Si on a de bonnes relations avec nos proches, avec notre famille, avec nos amis, eh bien si tout se passe bien, c'est parce qu'on prend des nouvelles d'eux, parce qu'on les appelle, parce qu'on les voit. Le jour où cela cesse, eh bien l'équilibre est un petit peu chahuté et on a besoin de le rattraper. Mais sans cesse, on a besoin d'agir dessus. Et donc tout est dynamique. Donc vraiment, c'est une notion que je porte beaucoup en entreprise parce que les managers peuvent l'oublier. Ils se disent, ça y est, là j'ai tellement construit quelque chose de solide avec mes collaborateurs que si je pars 15 jours, 3 semaines, eh bien tout va rester en ordre. Eh bien malheureusement, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, eh bien ça va, ça peut vite vriller à partir du moment où on n'entretient plus cette dynamique. Et également, une autre phrase que je souhaitais vous citer cet après-midi sur le sujet, c'est une phrase d'Einstein et sur l'importance de se transformer au quotidien, le comment réussir à avancer, à cheminer, à se transformer. Eh bien, Einstein nous apprend, il nous dit la folie, c'est de répéter continuellement la même chose et d'attendre un résultat différent. Eh bien justement, je pense que c'est une très belle définition pour justement réussir à changer de vie. Eh bien, on a besoin parfois de sortir du cadre, de gérer les choses différemment. Je vous parlais tout à l'heure de la gestion des crises et de comment réussir à les affronter pour se dire, bon, la crise est là, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Qu'est-ce qui va se dessiner pour demain? Qu'est-ce qu'on peut construire de différent? Et effectivement, hier, on avait un équilibre particulier et puis on a un peu posé pied à terre, on a un peu été perturbé. Mais ce que je sais, eh bien, c'est qu'à chaque fois que j'ai traversé des événements douloureux, eh bien, j'ai fini par rebondir plus haut que je n'étais à l'origine. Eh bien, je pense que ça, c'est vraiment une capacité de résilience que tout le monde a en lui. Effectivement, à partir du moment où on se pose la question de ce que l'on veut créer pour demain, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? À quoi est-ce qu'on est prêt à renoncer? Et qu'est-ce qu'on est prêt à faire en plus peut justement faire toute la différence.